Chers apprenants, aujourd'hui on va commencer notre série sur la communication nerveuse, qui est le moteur de l'essentiel du comportement d'un animal dans un environnement donné. Comportement consistant essentiellement en des réponses rapides ou réflexes qui sont produites à la suite de la réception sensorielle d'une information ou d'une stimulation. Cette communication a pour support un réseau de cellules nerveuses appelées neurones. Chaque neurone est constitué de 3 parties. Corps cellulaire que l'on retrouve dans la substance grise ou dans le cortex cérébral. On a l'axone que l'on appelle la fibre nerveuse qui est une longue ramification qui se termine par des bifurcations que l'on appelle la terminaison nerveuse ou bien l'arborisation terminale. Les corps cellulaires renferment le noyau. On a de courts prolongements que l'on appelle des dendrites qui reçoivent les informations en provenance de d'autres. Dans ce réseau, chaque neurone est relié à d'autres neurones par des synapses. On peut voir ici 2 types d'axones, ceux qui sont protégés par une gaine de myéline, ce qu'on appelle les fibres myélinisées, et ceux qui n'ont pas de gaine de myéline, qu'on appelle des fibres amyélinisées. Au niveau de l'axone, on a une polarité, l'intérieur électronégatif et l'extérieur électropositif. Ceci est dû à la particularité de la membrane de l'axone. En cas de stimulation, on va avoir une inversion de la polarité. L'intérieur devient positif et l'extérieur négatif, ce qui donne naissance à un potentiel d'action constitué d'une dépolarisation et d'une repolarisation. La succession des potentiels d'action le long de la fibre constitue ce qu'on appelle le message. À partir de 2 exercices, on va montrer l'origine du potentiel de repos, mais aussi l'origine du potentiel d'action. L'exercice de synthèse que je vous propose a pour titre l'origine du potentiel de repos. Pour étudier le phénomène qui se produit au niveau cellulaire, les physiologistes ont été amenés à mettre au point des instruments de très petite taille. Ainsi, pour la mise en évidence de phénomènes électriques, ils utilisent des microélectrodes. Celle-ci permet d'explorer le potentiel de la membrane de la fibre nerveuse au repos lorsqu'elle ne conduit pas de message nerveux. À partir de l'analyse des documents ci-dessous, déterminer l'origine et le maintien du potentiel de repos. On a 4 documents. Le premier document a pour titre la mise en évidence du potentiel de repos de neurone. Ce document est subdivisé en 2 parties. En A, les 2 électrodes sont à la surface. Et en B, une électrode est à l'intérieur et l'autre à la surface. Le deuxième document nous montre les concentrations ioniques dans le milieu intra- et cellulaire. Des études pratiquées sur des fibres nerveuses de calmar montrent la composition ionique des milieux intra- et extracellulaires. Ici, vous voyez qu'à l'intérieur de l'axone, la concentration en K+ est de 400, alors qu'à l'extérieur, c'est de 20. Alors que la concentration intracellulaire est de 50 pour les ions Na+, et 440 pour les ions plus. Le troisième document nous montre la perméabilité des ions Na+. Alors, dans cette expérience, on a immergé l'axone de calmar dans un milieu contenant des ions Na+ radioactifs. Et au bout de quelques temps, voici ce qu'on observe. L'axone introduit dans un milieu dépourvu d'ions Na+ radioactifs et quelque temps on se rend compte qu'il y a l'apparition des ions Na+. Le quatrième document nous présente l'origine de la perméabilité des ions Na+, et K+, et le maintien du potentiel de repos. L'observation d'une membrane de l'axone de calmar montre 2 catégories de protéines responsables de la création et du maintien de cellules de membrane. Le schéma ici nous montre ces 2 protéines en vert, canal de fuite de K+, et ici on a la pompe Na+, K+, TP dépendant. Pour correction sur cet exercice de synthèse, on va faire comme d'habitude l'analyse suivie d'une conclusion partielle de chaque document. Alors pour le document 1, l'analyse. Ce document est un schéma présentant le protocole et les résultats d'une expérience de mise en évidence du potentiel de repos d'un axe. Lorsque les 2 électrodes réceptrices A et B sont à la surface, la DDP, ce qu'on appelle la différence de potentiel, est nulle. Et lorsque l'électrode A est à la surface et l'électrode B à l'intérieur, la DDP est égale à moins 70 millivolts. Conclusion partielle. Tous les points à la surface sont au même potentiel. La DDP de moins 70 millivolts montre que l'intérieur est électronégatif par rapport à l'extérieur. Le document 2. Analyse.
Ce document est un tableau qui indique les concentrations de K+ et Na+ dans les milieux intra- et extracellulaires de l'axone. La concentration des ions K+ est plus élevée en milieu intracellulaire qu'en milieu extracellulaire. La concentration des ions Na+ est plus élevée en milieu extracellulaire qu'en milieu intracellulaire. Le milieu extracellulaire est plus riche en ions positifs que le cytoplasme de l'axone. Conclusion partielle, le potentiel de repos est donc dû à l'inégale répartition des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane de l'axone. Le document 3. Ce document est un schéma résumant une expérience d'immersion d'axone permettant de mettre en évidence la perméabilité aux ions Na+. Lorsqu'on plonge un axone de Kalmar fermé aux deux extrémités dans un liquide extracellulaire contenant des ions Na+ radioactifs, au bout d'un certain temps, l'intérieur de l'axone devient radioactif. Après avoir plongé l'axone radioactif dans un liquide contenant des Na non radioactifs, au bout d'un certain temps, le milieu extracellulaire devient radioactif. Il en est de même si on utilisait les ions K+. Conclusion partielle. Les ions Na+ et K+ se déplacent en permanence à travers la membrane. Elle est donc perméable à ces ions dans les deux sens. Document 4. Ce document est un schéma d'une membrane de l'axone de Kalmar montrant deux catégories de protéines responsables de la création et du maintien potentiel de membrane. Au niveau de la membrane de l'axone de Kalmar, on a deux types de protéines transmembranaires. Les canaux de fuite en permanence ouverte qui laissent passer le K+ de l'intérieur vers l'extérieur et laissent entrer les Na+ suivant le gradient de concentration. Des pompes Na++ ATP dépendants qui assurent le transport inverse de ces ions. Conclusion telle, le maintien du potentiel de repos est assuré par les pompes Na+, K+, ATP dépendants. En conclusion, on va répondre à la question posée. Le potentiel de repos est dû à la polarité de la membrane de l'axone au repos. L'intérieur est électronégatif par rapport à l'extérieur. Cette polarité est due à une inégale répartition des ions K+ et Na+ de part et d'autre de la membrane. Le maintien de ce potentiel est dû à la présence sur la membrane de l'axone d'une part des canaux de fuite. Ces derniers ouverts en permanence assurent une perméabilité et un transport passif des ions Na+, K+. Et d'autre part, des pompes Na+, K+, qui refoulent ces ions contre le gradient de concentration en utilisant de l'ATP. Notre deuxième exercice du jour est un exercice d'exploitation de documents qui a pour titre origine du potentiel d'action. À la suite d'une stimulation efficace d'une fibre nerveuse, naît un message nerveux. Dans le but d'étudier la genèse du potentiel d'action, des expériences ont été réalisées sur des fibres nerveuses. Les résultats figurent dans le document ci-après. À l'aide des informations saisies du document et de vos connaissances, expliquez le mécanisme à l'origine du potentiel d'action. Ici, on a un seul document qui a pour titre origine du potentiel d'action, mais avec deux sous-documents. Un premier sous-document A qui nous montre la concentration en ions Na+, et K+ de part et d'autre de la membrane de l'axone, et un deuxième qui nous montre le potentiel d'action, mais aussi les variations de la perméabilité membranaire aux ions Na+, et aux ions K+. C'est un exercice d'exploitation de documents, donc il nous faut l'analyse, la saisie d'informations, mise en relation, avant de donner la conclusion générale qui répond à la question posée. Alors, comme analyse, je vous propose ici, le document A est un tableau indiquant la composition en ions Na+, et K+, des milieux intra- et extracellulaires. Le document B est un graphe montrant la variation du potentiel de membrane et de la perméabilité membranaire après une stimulation efficace d'un axone. Le milieu intracellulaire de l'axone est plus pauvre en ions Na+, et plus riche en ions K+, que le milieu extraaxonique. Une stimulation efficace entraîne une variation de la perméabilité membranaire aux ions Na+, et K+. L'augmentation de la perméabilité de la membrane axonique aux ions Na+, coïncide avec l'inversion du potentiel de membrane.
de moins 70 à plus 40 millivolts. L'élévation de la perméabilité aux ions K+, coïncide, elle, au retour progressif au potentiel de départ. Le retour du potentiel de membrane de moins 70 survient après annulation de la perméabilité aux ions Na+, puis K+. Saisie d'information, la dépolarisation est due à la perméabilité de la membrane aux ions Na+, qui se déplace vers le milieu intérieur où leur concentration est plus faible. La repolarisation à la perméabilité aux ions K+, qui sortent de l'axone où leur concentration est plus élevée. Mise en relation. La perméabilité aux ions Na+, est due à l'ouverture des canaux Na+, voltage dépendant. Les ions Na+, plus concentrés à l'extérieur passent dans le milieu intérieur. Ceci est à l'origine de l'inversion de la polarité membranaire de l'axe. C'est la dépolarisation. La perméabilité aux ions K+ est due à l'ouverture de canaux K+ voltage dépendant et la fermeture des canaux Na+ voltage dépendant, entraînant la sortie des ions K+ plus concentrés à l'intérieur. Ceci entraîne un retour progressif au potentiel de départ. C'est la repolarisation. L'hyperpolarisation observée s'explique par une sortie excessive des ions K+. Conclusion. Les différentes phases du potentiel d'action sont dues au mouvement d'ions à travers la membrane axonique suite à l'ouverture des canaux Na+ et K+ voltage dépendant. La dépolarisation est due à l'entrée des ions Na+, et la repolarisation à la sortie des ions K+. On peut voir ceci dans notre laboratoire virtuel. Dans notre animation, vous voyez, c'est quand les canaux Na+ s'ouvrent qu'on a une dépolarisation. Et la repolarisation vient avec la sortie des ions K+. Ouverture Na+, des canaux Na+, entrée d'ions Na+, dépolarisation. Fermeture, ouverture K+, repolarisation avec la sortie des ions K+. Alors, ainsi prend fin notre vidéo numéro 22. Je vous demande de partager, de liker. La prochaine fois, on va parler de la transmission synaptique.